À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, bienvenue sur On RMS, Bertrand Delarose et Julia Chenu pour vous servir, comme chaque semaine dans la chronique sportive. Salut Julia. Salut à tous. Alors j'espère que ça va bien et comme chaque semaine, on va aborder 3 thèmes, le sport professionnel, le sport à Néoma et l'interview de nos invités. Cette semaine, nous recevons des tennisman, nous vous en parlerons plus tard. On va commencer tout de suite avec le sport professionnel, avec non pas des résultats comme nous le faisons d'habitude, mais plutôt une question que nous vous posons, puisque récemment nous avons appris que les droits TV pour la Première Ligue ont été renégociés pour un montant de près de 7 milliards pour 3 ans. Julia, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, bah alors moi je trouve ça complètement aberrant. Enfin, je comprends pas comment on peut augmenter à ce point des droits de télé. Alors certes, on sait tous que le monde du football génère énormément de flux de capitaux, mais de là augmenter autant, c'est assez surprenant. On parle d'une augmentation de 70%, ce qui est totalement énorme. Ça fait à peu près 14 millions d'euros par match. Sachant qu'il y a 2 chaînes qui vont se partager justement les matchs. Il va y avoir Sky et British Telecom qui donc se partageront les droits et qui auront les droits de diffusion. À titre de comparaison, en France, par saison, on est à peu près à 750 millions. Et là, en Angleterre, on va être à plus de 2 milliards. Donc presque 3 fois plus. C'est totalement énorme. Et moi, il y a un point que je voudrais soulever, c'est le fair play financier. Parce que justement, on a interdit à Paris d'avoir des sponsors qui versaient trop d'argent. Donc ils ont dû réduire le montant de leurs sponsors. Et là, on verse de l'argent à flot en Première Ligue. Et c'est en quelque sorte un contre-pied aux volontés de Michel Platini de rendre le foot un peu plus social, un peu moins élitiste. Et donc c'est vrai que c'est incompréhensible et je comprends pas comment la FIFA peut laisser passer ça. Et ça va créer de vraies inégalités entre les différents championnats parce que justement on peut penser que seuls certains clubs dans le monde vont pouvoir suivre le rythme. Alors on pense au Real Madrid, au FC Barcelone, au Bayern Munich, mais que vont faire les autres ? Ça veut dire qu'on va avoir une Ligue des Champions avec 4 ou 5 participants qui seront là tout le temps parce qu'ils auront tous les moyens. Et aussi, à partir du moment où on parle d'une augmentation de capitaux, forcément ça va attirer beaucoup de joueurs et on va encore avoir le droit à des joueurs qui préfèrent aller en Championship, en seconde division anglaise, plutôt que de rester en Ligue 1 parce qu'ils vont avoir des salaires beaucoup plus élevés, même s'il n'y a pas de challenge sportif. Je trouve ça vraiment dommage et je pense qu'il faudrait que les autorités s'occupent de ce cas-là. Ouais, puis comment les clubs vont pouvoir survivre au final parce que même tu disais que Barcelone et puis le Real Madrid, eux, pourront faire face à cela, mais en même temps, ils ont déjà un énorme déficit. Oui, bien sûr. Donc rajouter à ça l'augmentation, franchement, c'est intenable pour la plupart des clubs et même pour eux à long terme. Voilà, c'est ça, c'est assez bizarre. Et comme je le disais, le fair play financier empêche certains émirs ou certains investisseurs de venir. Mais là, on injecte de l'argent de manière artificielle parce que finalement, il y a eu aucun calcul vraiment précis sur le montant des droits. Donc c'est vraiment incompréhensible. Après cette partie économie et finance qui est passionnante et sur laquelle on reviendra sûrement dans les prochaines semaines, je voulais vous faire part d'une petite histoire. Alors comme vous le savez, le week-end dernier, il y a eu la CAN et la finale de la CAN entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La victoire de la Côte d'Ivoire au penalty. Et justement, je voulais vous parler un peu de l'histoire du gardien de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Barry Kopa. Et qui justement ce dimanche a peut-être vécu une journée de rêve parce que dans son pays il était un petit peu détesté à chaque fois, il était critiqué, les performances de l'équipe, les mauvaises performances étaient dues à ses mauvaises performances à lui et ce dimanche il était titulaire, il a 35 ans et il a marqué le penalty qui a donné la victoire à la Côte d'Ivoire. Et l'interview d'après-match était vraiment très émouvante. Il parlait de sa mère qui supportait pas de le voir sur le banc. Si vous avez l'occasion de le voir, on mettra peut-être un lien dans la description de la vidéo montrant l'interview. C'est vraiment saisissant. Je sais pas si t'as quelque chose à nous dire là-dessus ou sur la CAN en général. Non, je vais plutôt revenir dessus parce qu'effectivement, c'est une belle success story entre guillemets parce que c'est quand même très rare que ce genre de choses arrive et du coup c'est toujours plaisant de voir que finalement en fin de carrière un joueur
trouve le moyen de s'envoler entre guillemets, de faire gagner son équipe, surtout pour un enjeu comme ça, parce que la CAN en Afrique c'est quand même la compétition qui les intéresse le plus. Bien sûr. Voilà, puis souvent c'est l'histoire de joueurs qui sont pas forcément médiatisés. Quand on pense à la Côte d'Ivoire, on a tout de suite l'image de Didier Drogba ou de Yaya Touré, mais il y a aussi des histoires comme ça de joueurs qui restent au pays, qui n'ont pas les mêmes moyens et qui du coup vivent de manière incroyable ces compétitions. Il y a justement un excellent article de SoFoot sur Barekopa et sur son histoire. On vous invite à le lire aussi. Donc après la partie professionnelle, on va passer à une partie qui vous intéresse tous. C'est les résultats de Neoma. Oui, tout à fait, une partie peut-être plus terre à terre pour vous. Donc on va commencer, dédicace Bertrand, par la victoire des Déglingos le week-end dernier face à l'ESSEC. l'ESSEC qui s'est quand même déplacé finalement. Oui. Et donc belle victoire 3-7-0 en plus, c'est quand même pas mal parce que ça fait toujours plaisir d'avoir fait un tel score. Oui, bien sûr. Alors c'est plaisant, on a quand même eu pas mal de mal dans le jeu parce qu'on avait beaucoup d'absents. Vraiment beaucoup d'absents, la moitié de l'équipe était absente. Donc on a joué ensemble, on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de se tester. L'ESSEC, c'est pas une mauvaise équipe, mais on était quand même bien supérieur. On a mis du temps avant d'entrer dans le match, on a eu des moments où on était vraiment pas bien. Mais bon, au final, on s'en est quand même très bien sorti. Et j'espère que ce week-end face à Rouen, on va pouvoir bien jouer. Et normalement, on sera au complet. Il y aura des anciens qui vont revenir, donc ça va être une belle fête. Et donc, vous jouez samedi? Oui, c'est ça. On joue samedi après-midi face à Rouen. Du coup, on fêtera ça samedi soir, bien évidemment. Bien sûr. Après la victoire, j'espère. Alors, on va continuer par la victoire des Jambons face à l'INSEC, donc victoire 33-10, mais malgré tout, ils ont quand même subi une défaite, petite défaite 19-17 contre les Decks. Donc bon, c'est quand même une très très belle saison pour les Jambons parce qu'ils nous ont habitués majoritairement qu'à des victoires. Donc voilà, la semaine dernière, très peu de matchs, c'est tout pour cette partie du sport à Neoma. Néanmoins, avec le derby qui arrive, on vous promet la semaine prochaine une chronique spécialement dédiée au derby et aux résultats, puis évidemment à ce que ça peut présager pour le challenge. Voilà, donc n'oubliez pas l'émission de la semaine prochaine avec un grand récapitulatif comme vient de le dire Julia. Alors aujourd'hui on reçoit de nouveaux sportifs qui sont François et Vincent, donc ce sont nos deux tennismen. Première question, donc le tennis c'est quand même un sport qui est un peu moins connu à Neoma, ou peut-être moins pratiqué on va dire que les sports collectifs. Voilà. Mais pourtant, c'est un sport qui est au challenge. Du coup, est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui, quand ils arrivent à Neoma, viennent faire du tennis? Déjà, bonjour à tous. Ensuite, pour répondre, oui, le tennis, certes, est peu médiatisé. Je pense que ça vient du fait que c'est difficile quand on est supporter de supporter un match de tennis. Enfin, les supporters pensent ça parce que le jeu est pas continu et que, il faut se taire quand le point commence. Donc c'est pour ça qu'il y a peu d'engouement autour du tennis, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui pratiquent à l'école. Je crois on est 170 sur le groupe du tennis, et il y a toutes les semaines il y a des créneaux loisirs pour beaucoup d'étudiants qui viennent. Les cours sont presque tout le temps pleins, donc on a fait pas mal de refus en début d'année. Donc c'est vrai que même si on croirait que c'est un sport un peu mineur, ça l'est pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui sont intéressés par le tennis, que ce soit en loisir ou en compétition. Et en compétition, il y a une sélection ou pas? Ou ça se fait juste en fonction du niveau puis de la volonté en fait des étudiants de faire les compètes? Au début de l'année, en fait, ils nous donnent leur classement ou leur ancien classement. Et on fait en fonction de ça le groupe compète et on adapte en fonction si on voit qu'en loisir il y a des gens trop forts, donc on les met en compète et inversement. D'accord, ouais. Vous avez plusieurs groupes, c'est ça? En fait, il y a un groupe compète qui est de 16 personnes à peu près, un peu plus. Et après, il y a tout un groupe loisir en fait qui a entraînement, qui a 1 heure d'entraînement par personne, le mercredi et le jeudi. Et voilà. Et nous, la compète, on a 2 entraînements par semaine. D'accord. Le niveau cette année, vous le jugez comment par rapport à l'année dernière? Excellent. Excellent. Par rapport à l'année dernière, je pense on a un peu un meilleur niveau, plus homogène surtout. C'est vrai qu'on a à peu près tous le même classement. On a un joueur qui est un peu au-dessus, ouais, c'est vrai. Mais ensuite, on a un niveau assez homogène. En fait, on est 6-8 à avoir à peu près le même classement et le même niveau sur le terrain. Donc c'est vrai que pour les sélections, c'est un peu plus dur. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que pour des rencontres comme la Coupe de France où il y a 5 matchs, c'est
c'est intéressant parce qu'on peut faire jouer plus de monde et on a une équipe assez homogène et qui a un niveau quand même assez bon. Et aussi notre meilleur joueur, l'année dernière, il pouvait pas venir au challenge et cette année, il peut venir. A priori, il Donc, viendrait au challenge. Juste une autre question, les entraînements garçons et filles, sont... Vous vous entraînez ensemble ? Ouais, Ouais. on a eu des soucis par rapport à ça parce que en compète notamment, il y avait qu'une fille au début, qui est Marion Kempf, Landers, et en fait là en janvier il y en a d'autres qui sont revenus, il y en a d'autres qui ont intégré le groupe compète, mais on s'entraîne en même temps, on joue filles et garçons mélangés, on essaye d'adapter un peu l'entraînement en fonction de ça, mais ça pose pas de problème. Vraiment, On trouve des garçons du groupe compète qui sont un peu moins forts, comme Victor Demester, qui est mon coloc, par exemple. Et donc ça lui permet à Marion d'un peu avoir la confiance et tout ça, c'est bien aussi. Pour les sports collectifs, on connaît plutôt bien les objectifs et les échéances importantes. Est-ce que pour vous c'est la même chose, donc avec Coupe de France, Interrégion, Challenge évidemment? Ah oui, clairement. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on n'est pas du tout médiatisé comme ça, comme les autres sports, mais on a vraiment, il y a un bon esprit d'équipe. Là cette année, on essaye vraiment de le mettre en place, de faire des trucs ensemble. C'était pas trop, l'an dernier personnellement, je trouvais que ça manquait un petit peu cet esprit-là, et là on est en train de le créer. Donc c'est sûr, on n'est pas des jambons ou des odieux à faire n'importe quoi, mais ça commence à venir et on a après sportivement, on a les mêmes objectifs. C'est le challenge. Voilà, et on va essayer de le ramener à la maison, de faire mieux que l'an dernier. Ouais. Mais clairement, on a des objectifs sportifs qui sont assez importants. D'accord. En parlant d'objectifs sportifs, vous savez que ce week-end, il y a le derby à Rouen. Et l'année dernière, vous aviez perdu contre Rouen, justement, à la maison. Comment est-ce que vous vous sentez à 3 jours de cet événement ? Vous êtes confiant ? Ouais, on s'est bien plus préparé que l'année dernière. On l'a fait un peu... Donc oui, on est prêt. Et cette fois, on va la rouler dessus. On espère. Alors du coup, on imagine que vous suivez quand même pas mal l'actualité tennis internationale, même nationale. Qu'est-ce que vous avez pensé des résultats des Français, puis même en général des résultats de l'Open d'Australie ? C'est un peu le même problème que Ismail, je pense, c'est qu'ils ont un niveau très homogène, mais qui leur permet pas individuellement de remporter des tournois du Grand Chelem. Ouais, il manque un qui se démarque, quoi. Voilà. Il manque un tout meilleur. Je pense que le seul qui, à mon avis, peut gagner un tournoi du Grand Chelem, ça serait mon fils, et il lui faudrait qu'il s'achète un cerveau. Et derrière, on a une bonne équipe en Coupe Davis, on a fait une finale, et c'est vraiment, ça montre que l'équipe est hyper homogène, mais qu'il manque un joueur qui se démarque pour aller tutoyer les premières places, quoi. C'est la fracture du mental, quoi. Clairement. Ouais. C'est ce qui manque un peu. C'est quand même un petit peu étonnant que tu dises que ça serait mon fils qui pourrait décrocher un titre, alors que depuis quelques années, quand même, Tsonga est adulé par les médias, il est comparé au plus grand. Du coup, donc, tu penses que ce serait plutôt mon fils, en fait, plutôt que... Ouais, je sais pas ce que t'en penses, François, mais... il a moins de marge. Tsonga, on dirait qu'il a atteint vraiment on a déjà vu son meilleur niveau, alors que mon fils, on sent qu'il a toujours beaucoup de marge, donc... Moi aussi, je suis d'accord avec Vincent. On voit sur certains matchs, sur certains tournois, mon fils, on voit qu'il a un niveau de jeu qui est impressionnant. Il peut aller battre un Federer, peut-être pas un Nadal et un Djokovic, mais il peut battre presque n'importe qui sur un match. Alors et il peut perdre contre n'importe qui aussi. Il y a plus de limites. Voilà. Alors merci à François et Vincent d'être venus ce soir, et merci également à vous de nous avoir écoutés une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine, et bien évidemment vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre page Facebook, sur notre site internet onrms.wordpress.com et évidemment sur notre compte YouTube onrms. À vos micros. Ouais. Parlez. ONRMS.